Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 58e épisode des UBBistes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce petit épisode entre le raz de marée et le chapon, entre ce florilège d'essais et la bûche glacée. Comment il va Yannou? Mais super, on va passer un beau week-end, un bon lundi, et puis là on est prêt pour attaquer le podcast avant les fêtes de Noël, donc cool, très très bien. Ouais, c'est bon, t'as été sage, tu vas être gâté par le Papa Noël? Et ben on verra, j'espère. Ben, on espère. En tout cas, tu as déjà été gâté dimanche avec un succès bonifié face à Toulon. Lundi, avec un bel épisode hors série avec Adèle Besson, joueuse des Lyonnes du stade bordelais, qui nous a fait le plaisir de faire un petit entretien avec nous de 45 minutes. C'était très très chouette. On a parlé d'elle, de son parcours, mais aussi des Lyonnes et du rugby féminin en général. Donc si ça vous intéresse, foncez. C'est disponible à la fois sur Shopify, Spotify, pardon, Apple Podcast et Deezer, YouTube, etc. On rappelle que vous pouvez vous abonner et laisser des commentaires, des likes. Nous, ça nous aide beaucoup au niveau des algorithmes pour être un poil plus visible et augmenter notre visibilité et aider le projet. Voilà, je vous propose qu'on passe de suite au résumé du match. Et ce dimanche soir, en clôture de cette 12e journée du top 14, l'UBB recevait une équipe du RCT qui avait une équipe plutôt séduisante sur le papier, avec un banc qui semblait peut-être quand même un peu en deçà. Et comme la semaine dernière, on va faire quand même un résumé assez rapide, puisque le score à la mi-temps est de 27-0, avec des essais de Louis Bielbiaré, Nicolas Deporter et Romain Buros. Et si les Toulonnais vont tenter d'inverser la tendance et pousser les Bordelot-Béglés à une succession de fautes qui va amener au carton jaune de Boris Palu et à laisser Varrois à l'heure de jeu, l'UBB va inscrire 3 nouveaux essais par Mathieu Jalibert, le revenant Hugo Boniface et Salessi Rayassi pour porter le score final à 46-7. Un beau succès bonifié qui permet à l'UBB de remonter sur le podium provisoire du top 14 qu'on va de suite d'ailleurs analyser en commençant par les points négatifs. Et avant de commencer les points négatifs, on va commencer par un petit mot sur l'adversaire du soir, le RCT. Ouais, et ben on avait un peu évoqué lors de la preview le fait qu'à l'extérieur ils devaient un peu se racheter parce que c'est vrai ils ont des grosses difficultés en déplacement et ils sont venus avec une équipe qui était globalement un 15 qui était quand même très compétitif. Tu vois, moi je pensais que avec le jeune banc, ça allait craquer vers la 60e et qu'on allait faire le taf ensuite. Et finalement, en fait, dès la première mi-temps, c'était plié. Donc un peu déçu par les Toulonnais. Je trouve qu'on n'a pas retrouvé les mêmes joueurs, la même efficacité. Alors ils ont bien été contrés hein, par nos joueurs, mais tu vois, je les ai trouvés un peu perdus, même dans leur jeu. Euh, c'est un peu une catastrophe, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'étaient perdus au bout de 2-3 temps de jeu. Dès que ça écartait, ça faisait un en avant. Et donc après, tu vois, même en deuxième mi-temps, ils ont simplifié le jeu. J'ai l'impression qu'ils voulaient plus faire la passe aux trois quarts, quoi. Donc ouais, très compliqué, je trouve, pour nos amis toulonnais. J'ai pas tellement de joueurs qui sont sortis du lot. Il y a si les jeunes, je trouve qu'ils ont mis quand même tu vois, je crois que c'est Sorando, Mezou, quand ils sont rentrés, je trouve qu'ils ont mis, voilà, ils ont apporté au moins leur jeunesse et tu vois de l'envie et ils nous ont fait un peu douter en marquant cet essai. Mais voilà, sinon il y a très peu de joueurs. J'ai trouvé beaucoup de joueurs en difficulté. La charnière est en difficulté, Nonou vite dépassé. Même Olivon, je trouve qu'il a pas amené ce qu'il avait amené contre Baf. Donc voilà, j'ai un peu déçu par ces Toulonnais, mais bon après ils ont bien été aidés par une équipe, Ouais. on va dire par l'UBB où on a été quand même très très Moi j'ai fort. bien aimé Ferté. Alors il a Oui, été loin d'être parfait, mais quand il a pris la balle, il a été dangereux quand même quelques reprises. c'est vrai, tu as raison. Et Dréan aussi qui s'est envoyé, ça a été un des rares qui a essayé au moins de s'engager en défense, balancer l'épaule. Il fait ce petit en avant, mais il est pas loin de marquer un essai. Voilà. Après, ils étaient un peu tout seuls. T'as raison. Les deux là, du triangle arrière, ils ont eu pas mal, ils ont eu peu de ballons déjà. D'ailleurs, c'est un peu compliqué pour eux, hein, parce que de toute façon, ils ont pas énormément de munitions. Donc après, difficile de briller avec ça, quoi. Ouais, non, c'est vrai que peu inspiré offensivement, comme tu dis, ça a sûrement été bien aidé par notre défense, mais est-ce que notre défense n'a pas été rendue aussi un peu plus facile par une lecture du jeu qui était quand même beaucoup plus simple, parce qu'en face, ça restait quand même assez sommaire en termes d'animation,
Et ouais, tu mentionnes Dréan, c'est vrai qu'il perd un ballon alors que ils sont dans nos quasi 5 mètres et que il y a un avantage en cours. Enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladresse. C'était assez impressionnant. Ça nous arrange hein, parce que on n'a pas forcément besoin de ça, mais je pense que le score aurait pu être bien moins sévère pour les Toulonnais s'il n'y avait pas eu autant de cagades, quoi. C'est vrai que la collection 9-10, c'était enfin les passes dans les chaussettes à chaque fois, enfin c'était vraiment, vraiment très compliqué. Mais bon, focus quand même sur les Bordelais. On a quand même des petits points, des petits axes d'amélioration. Toi, tu mettrais quoi en avant en premier? Bah, le gros truc, moi, c'était la discipline. En fait, c'est autant ces dernières semaines, on a été plutôt excellent là-dessus. Alors, bien sûr, ça ne porte pas préjudice parce que le score était fait et qu'on fait dans ce secteur, on fait une très bonne première mi-temps. Mais c'est vrai que retour de deuxième, on a fait vraiment n'importe quoi. Je crois qu'en 13 minutes, jusqu'au carton jaune de Palu, on doit être au moins à 6 pénalités. Parce que je crois que c'est ce qu'il dit Marbeau. Voilà, il dit succession de fautes sur Palu, donc du coup, je te mets un carton jaune et je crois que c'est aux alentours de la 58e. Et c'est vrai qu'on a été très, 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 très indiscipliné. Alors bien sûr, ça a aucun préjudice parce que forcément, quand tu as 27-0 à la mi-temps, bon ben, t'as fait le plus dur et en plus t'as été bien dans ce secteur en première mi-temps, mais tu vois, tu peux remettre une équipe dans le match alors qu'en fait t'es ultra dominant. C'est le seul truc. Ouais, et puis Yannick Brühl a un peu souligné, de toute façon, on sait que le RCT est fort en reprise de deuxième mi-temps, on sait que, et nous on l'a vu aussi pas mal la saison passée quand on prenait le score assez largement en première, que bah, à la fois l'équipe adverse et à la fois nous, on mettait peut-être un peu moins les ingrédients, et du coup là ça s'est traduit vraiment par le manque de discipline. Et que bah, tu prends ce jaune, tu commences un peu à douter, tu vois un peu ce bonus qui pourrait t'échapper. Et c'est vrai que Marbeau a signifié à Maxime Lucu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de fautes. Et ça intervient quand même plusieurs minutes après, hein, le carton jaune de Boris Palu qui est Ouais. rentré lui à 5 minutes avant. Mais c'est vrai que c'est- sur, sur le direct, on avait l'impression qu'il nous en voulait un peu. Puis c'est vrai que quand t'es la tête un peu plus refroidie, tu te rends compte que bah, en fait, il y a quand même pas mal de fautes qui y sont, quoi. Ouais, tu vois, tu fais des fautes de. En plus, c'est des fautes de concentration. À un moment, il y a Gray qui reste sur le joueur et tu sais qui fait aucun effort. Même pas lui finalement. Ses attitudes sont pas bonnes, tu vois. En plus, on est beaucoup sifflé et il fait pas l'effort de bien lâcher les bras pour montrer à l'arbitre que il a bien compris, etc. Donc ouais, effectivement. Trop de fautes. Après, il y a eu quelques fautes offensives, hein, mais c'est vrai qu'on a pris un peu de pression et ouais, voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage cette décompression. Alors, Bru parlait de décompression mentale, mais après, est-ce que c'est pas logique aussi en plus, tu sais que normalement, dans ton, alors je sais pas si c'est un business plan, mais tu vois, dans ton plan de match, tu te dis, Un plan de jeu, quoi. tu te dis que à la Va falloir que 60e, tu coupes un petit peu, que tu prennes des vacances, hein. non, T'as mais c'est trop la vrai en tête au plus, bilan de fin d'année, tout ça, quoi. il est bon. Et du coup, tu te dis, bon, ben voilà, ils vont venir avec un 15 type qui va être très costaud, il faut qu'on résiste devant, il faut qu'on tienne, il faut qu'on mette beaucoup, beaucoup de rythme, parce que le banc, il est pas aussi fort que les titus, et donc du coup, après, c'est sûr qu'on va les faire péter. Bah, en fait, non, dès l'entrée, il y a 1 minute 30, déjà, au bout du troisième temps de jeu, ils étaient déjà un peu dépassés. Et tu prends le score trop facilement. Et tu vois, ça me fait un peu penser au match l'année dernière en Champions Cup, que ce soit l'Ulster ou le Munster, où du coup, rapidement, on a pris le score et en fait, on s'est dit, ah, mais en fait, c'est un peu facile. Et après, ben, petit à petit, tu es moins discipliné, tu prends des essais. Alors là, l'avantage, c'est que on avait quand même pas mal de marge. Pour le coup, derrière, enfin, on a été sérieux, on verra plus tard, mais dans les secteurs défensifs, je trouve on a quand même, même si on a fait plus de fautes, on a été beaucoup plus sérieux. Ouais, beaucoup plus sérieux. Et de toute façon, hein, c'est normal que sur un match de 80 minutes, il y ait des temps forts, temps faibles. C'est vrai que ce temps faible, il a duré un peu longtemps, mais finalement, il était aussi assez stérile côté toulonnais. Ils ont attendu quand même 20. Parce qu'en fait, dès le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps où Kamonoki cafouille un peu la réception, derrière, en fait, pendant 20 minutes,
tu subis quand même plus que tu n'attaques. Et finalement, c'est très très stérile côté toulonnais qui n'arrive pas à percer la défense bordelaise. Et ils doivent attendre du coup le carton jaune de Boris Palu à la 59e pour inscrire un essai. Donc ça a duré quand même assez longtemps. Et finalement, ce carton jaune et cet essai ont quand même aussi réveillé les Bordelais. À l'image, tu vois, de l'essai de Jalibert qui joue vite aux 5 mètres, qui se jette. Et là, tu sens que il y a de la hargne, il y a de l'envie, et tu sens que ça réveille aussi un petit peu les troupes. Ça se chamaille aussi avec les adversaires. Tu vois, Lucu et Ben White qui s'empoignent un peu. Enfin voilà, on s'est peut-être laissé un petit peu endormir. Là, peut-être qu'on a un peu trop focus aussi notre attention sur l'arbitre. Voilà, mais on s'est quand même plutôt bien repris. Moi, il y avait un point aussi sur les coups de pied de dégagement que j'ai trouvé. On ne trouvait pas forcément la touche. Et parfois, quand on la trouvait pas suffisamment bien. En fait, on avait peut-être cherché trop de longueur. Et quand on trouvait la touche, bah, en fait, c'était réceptionné par un Toulonnais qui pouvait jouer vite. Et du coup, ça ne nous permettait pas suffisamment bien de se dégager du camp et de pouvoir remonter la ligne. Et ça permettait aux Toulonnais de jouer vite, même s'ils n'ont pas du tout profité de ces occasions. Je trouvais que c'est peut-être un petit axe d'amélioration sur ce match-là. Bah, après, voilà, c'est toujours pareil, c'est savoir qu'est-ce qu'on s'est dit. Parce qu'effectivement, vu qu'on était ultra dominant en touche, tu pouvais dire que bah, tu trouves un peu moins loin, et en plus, tu as des chances de récupérer la munition parce que tu es très fort en l'air, avec Mathieu, du Woki, du Coleman. Et après, tu as la deuxième truc où c'est est-ce que on n'a pas voulu forcer toujours dans cette optique de les faire péter à la 60e, qui remontent tous les ballons et qui courent, et qu'on mette toujours le ballon en jeu, et qu'on imprime des temps de jeu, et qu'il y ait du temps de jeu effectif, et que eux ils remontent le ballon, et donc de fait que ça fasse, parce que effectivement tu as les trois quarts qui remontent les ballons, mais aussi tu as les gros qui doivent se replacer, tac 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 tac. Et alors tu fais ça une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, et au bout d'un moment, eh ben, forcément tu tires sur les organismes. Et est-ce que les mecs ont tous récupéré de bases? Pas sûr. Donc tu vois, est-ce que c'était ça, le fait de les forcer à rejouer les ballons? Mais effectivement, à un moment, je me disais, mais pourquoi on tape en touche? En plus, on va récupérer des munitions, parce qu'ils sont complètement perdus. Bobigny, il n'arrivait plus à toucher ses zones. Donc voilà, je peux pas en vouloir aux joueurs si je sais pas ce qui a été dit. En fait, Ok. c'est un peu le truc. Bah, on va demander à Yannick, du coup. Moi, si j'avais Il passe à coup de fil. un petit coup de fil, ouais, un petit texto. Si j'avais un joueur à peut-être mettre en avant, enfin du coup en retrait sur ce match-là, tu vois, j'ai cherché, je me suis dit bah, peut-être Cameron Wauki, tu vois, sur bah, un peu cet écran qu'il fait sur le début de match, sur le renvoi du premier essai, alors que derrière en plus on avait une bonne occasion à jouer avec Penaud qui tape au pied, et ça nous met plutôt dans l'embarras, même s'il se rattrape super bien sur, je crois que c'est Dani Priso qui n'aplatit pas dans l'embut. Et derrière, il y a aussi ce renvoi un peu cafouillé, donc peut-être que Kamanroki, même si en touche on a été parfait et qu'on a bien contrarié les lancers toulonnais. Voilà, je sais pas si toi tu as des joueurs peut-être un peu en deçà, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé qu'on faisait Ouais, quand même Cameron, un gros match. ouais, voilà, il y a pas eu de mecs qui sont complètement loupés, où on peut dire ils ont fait un mauvais match. Cameron, c'est plus, ouais, c'est ça, c'est deux petites erreurs. La première surtout, effectivement, parce que tu viens de marquer, et en plus tu peux redonner de la confiance gratuitement aux Toulonnais, parce qu'ils étaient vraiment pas loin de marquer. Bon, après il se rattrape bien, donc il efface son erreur. Mais effectivement, en plus on avait, pour le coup, je suis pas sûr que, enfin, tu vois, il est gêné grand chose en fait, et du coup, on avait une belle contre-attaque qui s'amorçait, donc bon, voilà. Mais Ouais, c'est aussi effectivement, un peu si la on faute à pas devait. de chance parce que finalement il gêne un joueur qui n'était pas directement à la chasse. Enfin, Ouais, c'est pour ça. Donc, tu vois, il faut faire attention à ça. De toute façon, forcément, les mecs surveillent les escortes, donc il faut faire attention, et voilà. Ça aurait pu donner un peu de confiance en ce début de match à Toulon, qui était pris un peu à la gorge avec cet essai au bout de 1 minute 30, quoi. est-ce que toi tu as Mais sinon, d'autres points négatifs sur ce match-là? franchement, non. Non, c'est quand même un match très abouti, très complet et très plaisant pour nous. Bah, du coup, je te propose qu'on passe au point positif. Eh ben, je te propose du coup de commencer. Est-ce que tu as un point positif que tu voudrais mettre en avant en premier? Bah déjà, je vais encore parler
du pack. Non, Enfin, mais tu c'est veux vrai que dire ça fait le pack moyen, c'est ça? Ouais. exactement de ce pack moyen qui a globalement résisté, qui a résisté contre Montpellier, qui est un gros pack, qui a résisté contre les Bulls, qui est un gros pack, qui a résisté contre Toulon, le coup Toulon titulaire et c'est un beau pack. Donc en fait, je pense qu'on a un très bon pack. Sans je Un très le, bon pack, et en plus, enfin, juste pour, je te coupe, mais avec quand même une troisième ligne qui est pas la troisième ligne espérée, en tout cas en début de saison, comme étant la troisième ligne titulaire. c'est ça. Ouais. Non mais franchement, je trouve qu'on a un pack. Alors, tu vois, si je parle que de la conquête mêlée touche déjà, enfin au moins mêlée, je trouve même que notre 5 de devant, à date, il est en avance à ce qu'on pouvait produire l'année dernière. Je trouve qu'on a plus de certitude. On prend moins de pénalités en mêlée. Je trouve qu'on arrive à dominer certaines mêlées. En portée, on se fait plus rouler dessus. Ça arrivait souvent. Tu vois, là, il a fallu qu'on ait un carton jaune. Contre les Bulls, on n'a pas subi ça. À Montpellier, pareil. Je trouve on a subi, je crois, un porté contre Montpellier, mais je trouve que sur les basiques du poste, notamment de ce 5 de devant, je trouve vraiment beaucoup plus compétitif. Et ça, bah, parce que tu as Sadi qui est de mieux en mieux. Tu as Perchaud qui, je trouve, est vraiment de mieux en mieux. Il tient maintenant bien les mêlées. Il participe toujours autant au jeu. Il se fait un super grattage qui amène l'essai en contre-attaque. Je crois que c'est Buros de mémoire, je sais plus où c'est Lucu qui joue vite, après c'est Penaud qui traverse, et après il retrouve Buros, et Buros fait ses traversées. Donc ouais, je suis très content sur ça. Et après, ben, donc mêlée, je me trouve très bien, et touche, et bien tu vois, en début, avant la saison, on avait vraiment très peur, entre guillemets, de la perte de Petit, enfin beaucoup de monde avait peur. Et là, t'as Woki qui est arrivé, qui est vraiment très très fort, Coleman qui fait encore plusieurs contres, et puis t'as Mathieu qui se révèle encore plus, tu vois. Quand on avait fait l'échange avec Yannick Bru, c'est vrai qu'on avait évoqué ce Timo Mathieu, notamment sa force de jump. Et c'est vrai qu'il est extrêmement impressionnant là-dessus. Il monte très très vite. Et donc là, quand t'as ces trois gars sur le terrain, bah t'es assez serein. Et pourtant, on avait en face Abadi, qui est probablement l'un des meilleurs contreurs du top Bah, 14. Badie, l'an dernier à Chaban, il nous avait embêtés, oui. Et alors que là, en fait, il pouvait rien faire parce que forcément, lui, il devait faire un marquage individuel probablement sur Woki. Et Woki, bah, il dit, bah, moi, je fais sauter Coleman et Mathieu, ça va aussi haut, etc. Donc, ouais, notre pack se comporte très bien, même sur les rucks. Encore une fois, là, on a gagné. Je crois qu'on est à 6 turnovers. Donc, les touches, on a 100%. Et on arrive à leur piquer 5 touches. Et puis après, en mêlée, on se fait pénaliser une fois et on a un bras cassé. Mais bon, sur la pénalité, je suis pas tellement bon, c'est un peu compliqué. Et après surtout bon, quand les espoirs sont rentrés, c'est vrai que et que nous notre banc est rentré, on a fini le travail. Mais ouais, notre pack est vraiment très intéressant. C'est pas que des trois quarts quoi. Ouais, complètement. Et puis si on prend un petit peu individuellement, moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est bah, nos deux piliers. Déjà, Mathis Perchaud, tu l'as souligné, ce grattage qui fait, la tenue en mêlée, et surtout les charges que font nos piliers, en tout cas sur ce match-là. C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés au charbon. Alors là, je suis sur Perchaud, mais principalement, c'était quand même Carlou Sadi. Il a enchaîné, je pense, 7-8 charges en première mi-temps. Il devait être rincé. Mais du coup, c'est aussi un choix de ne jamais envoyer nos deuxièmes lignes. Vraiment, ils ont très peu apporté offensivement, beaucoup plus défensivement. Mais offensivement, c'était vraiment, on envoie nos deux piliers, même Lamotte, il n'était pas forcément touché. Là où quand il y a un Cyril Caso, par exemple, on a tendance à l'envoyer un peu plus porter le ballon. Là, j'ai l'impression que c'était vraiment systématiquement les piliers. Et du coup, bah, Mathis Perchaud, qu'on espérait voir un petit peu prendre cette place de numéro un, là, il a raté aucun match depuis le début de la saison. Il commence à avoir une trajectoire qui commence à être très, très séduisante. Il est très, très jeune, mais en fait, pendant le hors-série qu'on avait fait sur les attentes de la saison, on espérait que petit à petit, il prenne cette place-là. Bah, là, il est quand même dans les temps de passage, quoi. Ouais, très bien. Je pense qu'il a pris de la masse. De toute façon, il avait toujours des superbes attitudes en mêlée. Le problème, c'est qu'il était un peu léger pour un pilier gauche.
Bon, il fait 115 kilos, hein, ouais, donc c'est pas non plus un anorexique, hein, mais c'est qu'il est assez grand comme joueur et du coup il faut des joueurs d'un mètre 87, 1m88 comme ça, il faudrait qu'il arrive à 120 kilos. Donc je pense qu'il a pris un peu de masse et il va en prendre encore parce que c'est un jeune joueur. En fait, 23 ans, t'as pas encore la physiologie qui est terminée, donc du coup ça va continuer et je pense qu'il va même pouvoir devenir dominant. Là pour l'instant il est plutôt il résiste et il avance avec le pack, mais je pense qu'il va pouvoir devenir pénible. Il faut savoir que son prime, c'est dans 5 ans, quoi. Ouais. Donc du coup, il va encore. Et il a déjà beaucoup, beaucoup de matchs de top 14. Et ça dit, ouais, effectivement. Juste pour finir pour Percho, Ouais, vas-y, dis-moi. bah, peut-être pas qu'il soit appelé dans un groupe élargi de 42. Alors peut-être que là, ça va être un peu tôt, mais avec le jeu des blessures, finalement, à gauche comme à droite, c'est pas non plus Byzance en équipe de France. Potentiellement sur une tournée. Enfin voilà, là, dans les mois, années qui arrivent, derrière, c'est un peu la suite logique qu'on aimerait voir, quoi. C'est clairement une possibilité, hein, parce qu'en fait, pour moi, il y a que Gros qui est vraiment installé, où vraiment tu as des certitudes sur le très haut niveau, sur les courses, la mêlée, il y a que lui. Et après, c'est un peu les styles et c'est un peu différent. Donc, tu as Erdocho qui est assez solide en mêlée, mais qui est très peu disponible dans le jeu. Tu as Netty qui est un peu un mix des deux, mais qui a déjà plus de 30 ans, hein, Netty. Hein, donc voilà. Tu as Baye qui a disparu, Wardy qui a du mal à revenir, même s'il a marqué un super essai ce week-end, mais qui a eu beaucoup, beaucoup de mal à revenir. Et après, tu as des joueurs beaucoup plus mobiles, mais qui tiennent pas en mêlée. Je pense à Mukuro du Loup, Bordelais, on s'en rappelle, hein, Bordelais, quand il est face à nous, face à Sadi, il s'est fait plier en deux. Donc je pense que ça fait partie des postes comme le poste de 8, où potentiellement on n'a pas énormément de monde et ça peut aller très très vite. Tu vois, s'il enchaîne les performances, parce que bon, là, il s'est quand même tapé 3 grosses mêlées, dont probablement le meilleur droitier du monde en mêlée fermée. Donc je pense qu'il commence déjà à avoir, tu vois, je pense que le staff de Galtier a dû regarder ça avec attention parce que c'est un joueur qui était dans le giron du 15 de France parce que forcément c'est un pilier mobile et c'est peut-être pour ça par exemple que l'équipe de France on n'a pas beaucoup vu Priso parce que Priso n'est peut-être pas dans les standards en termes de données statistiques dans les standards des piliers internationaux en termes de nombre de courses, de plaquage, de présence dans les rucks, etc. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est un peu boycotté alors que c'est un super pilier de mêlée, quoi. Ouais, oui, clairement. En face, c'était quand même du lot entre Priso et Sinclair. Vas-y, je te laisse enchaîner sur Carlo. Ouais, ben ça dit, mais effectivement, c'est vrai que je me suis dit, alors on a des cellules un peu particulières, donc souvent les cellules avec la première ligne, et je me suis dit, il faut qu'on arrête de lui faire des passes, quoi, parce qu'il va péter. Parce qu'en fait, là, lui, il peut pas faire ça. Enfin, il peut le faire, mais pas 40, Bah, enfin la 80 preuve minutes. que si, hein. Mais en Bah, plus, tu sens, il était de repos la semaine dernière, donc il était. mais tu sens quand même que là, les 8 courses ou 9 courses qu'il a faites, à la 48e, il en pouvait plus. Donc après, c'est pas grave parce qu'on a fait rentrer Falatea, hein, qui a fait une très bonne rentrée, mais voilà, je pense que sur des matchs, d'autres matchs, il faudrait quand même penser à plus l'économiser parce que on a besoin de lui, sa force en mêlée. Déjà qui fait énormément d'efforts en mêlée, si en plus tu lui fais faire 8 courses, il va péter plus rapidement que. Mais bon, franchement, j'ai été surpris et agréablement surpris. C'est vraiment un très bon match de sa part. Et pour compléter un peu sur les piliers, moi j'étais très content du retour du revenant Hugo Boniface qui a marqué un essai dans son style le plus caractéristique, c'est-à-dire je prends la balle à 5 mètres et pour ça il est quand même très très fort. Il a fait plusieurs fois la saison passée, et voilà, il se récompense de tout son travail de réhabilitation parce qu'il s'était fait opérer à l'épaule. Avec un essai à Chaban pour son retour, c'est super positif et Boniface, c'est un très bon pilier, je trouve, avec des très bonnes mains offensivement, mais il arrive super bien à conclure des actions, donc ça peut nous faire aussi beaucoup, beaucoup de bien. Ouais, lui, c'est un. Donc globalement, je trouve que le banc a vraiment bien apporté. Ils ont permis un peu de nous remettre dedans. Et si on parle des piliers, ouais, Hugo, alors lui, il est extrêmement technique. Et effectivement, il a vraiment le sens de l'embut. Pour le coup, lui, dans l'embut, c'est rare qu'il se fasse coffrer. Il arrive toujours à bouger ou à prendre la position qui fait qu'il va marquer. Et ils sont toujours les bons coups. C'est vraiment un pilier marqueur. Et son seul problème, lui, c'est que quand il est en phase de reprise, et ben parfois il veut trop en mettre, donc soit dans le jeu
et donc il se fait pénaliser, soit en mêlée où il veut pousser trop, trop fort et donc souvent il part en travers et donc après si les observables sont pas bons, il se fait pénaliser. Donc voilà, s'il arrive à se gérer sur ça, à pas trop en faire comme là, et ben ça devient hyper propre. Alors après bien sûr, il est rentré, dans une mêlée où en face c'était des très, très, très jeunes donc on peut pas se faire une idée de comment il est, mais déjà on va avoir une réponse ce week-end, hein, parce qu'on va taper aussi une mêlée qui est plutôt solide et ça va être un bon test parce que je pense qu'il sera à minima dans les 23 si ce n'est titu quoi. Ouais, oui, je pense, oui, bon, on en parlera tout à l'heure, mais effectivement, je pense aussi. Et bah, après, il disait aussi que cette épaule, quand même, l'avait gêné pas mal la saison passée. Donc là, il doit être aussi un peu soulagé sur bah, ce secteur de jeu-là en particulier. Donc hâte de le revoir et voir comment il revient. Est-ce que tu as d'autres joueurs à mettre en avant, encore peut-être devant bon, tu as Ouais, mentionné Thémo devant. Mathieu, mais bon, ça, Ouais. du coup, maintenant, c'est devenu un classique de le mentionner, quoi. Ouais, mais non, mais c'est très bien. Enfin, franchement, lui, la Coupe d'Europe lui a fait du bien. Lui, c'est pareil, hein, c'est un joueur qui a énormément pris de masse et donc du coup, et en plus, il n'a pas perdu dans sa rapidité. Donc, il est toujours aussi véloce. Mais maintenant, il arrive à être dominant sur les plaquages. Il fait pas mal de plaquages offensifs. Il est devenu très agressif et aussi bah, quand il fait les charges, hein, parce qu'à un moment, il me prend Priso et Priso a du mal à Ah, mais l'attraper, Priso, quoi. il est traîné par Temo sur 5 mètres, quoi. Exactement, tu vois. Et puis voilà, on parle d'un joueur qui est très lourd et donc ouais, très très bien. Mais lui c'est pareil, tu vois, c'est fou que t'es un peu dans la merde parce que t'as plus de 8, ta recrue phare est blessée, même si elle va revenir bientôt. T'as ton jeune potentiel aussi qui est blessé et puis Mathieu, on savait pas trop, on savait pas trop s'il était 8 ou 7. Là, placé 7, bam, pas de ses 8 pardon, et du coup il Ouais, est et juste puis monstrueux quoi, il il est s'affirme. aussi très présent sur. Alors, il va pas tous les capter extrêmement bien, mais il est aussi très présent sur les ballons hauts. Enfin, en gros, sa vélocité lui aussi lui permet bah, du coup d'être présent dans ce secteur du jeu-là. Et puis la taille, le jump, il manque peut-être un peu de timing ou pour capter les ballons, mais c'est aussi une grosse force. Ouais, et ça c'était cool parce que tu sais, bon, bah, tout comme d'habitude, on a toujours notre système de cellules qui est du 1-3-3-1, donc on laisse des gros dans les zones des 15. Et c'est vrai que là, il y avait un rapport de taille entre Mathieu et Twikovu, et il a gagné ce premier duel qui nous amène le premier essai. Donc, Quand tu dis zone des 15, pour expliquer un petit peu, c'est en gros la zone ouais, où il y a la touche. la C'est le touche. long de Ouais, voilà, de la touche. C'est là où il y a la petite délimitation. Donc c'est vraiment c'est ça, collé à la ligne de touche. exactement. Je t'ai coupé, T'as tout dit. pardon. Vas-y, enchaîne. Non, mais c'est bon, j'avais Ok. fini. Du coup, il a gagné son duel face à Twikovu, et c'est toujours intéressant d'avoir ces joueurs véloces comme Woki aussi dans cette ligne des 15 parce que c'est des joueurs qui vont vite et en plus qui sont costauds. Donc, le rapport poids-puissance est en leur faveur. Ouais, bon, on a assez parlé de ce pack Moyenas, Yaourt Nature, je sais plus comment on l'appelle. Bon, peut-être que les gens un jour ils admettront quoi. C'est fou ça, hein. Bah, du coup, on va quand même parler de derrière, parce que derrière on avait en titulaire la patrouille de France avec du Retière, Ayassi et Van Rensburg sur le banc. Bon, on va énumérer quelques noms. Il y a quand même quelques belles choses. Mais moi, la première chose que j'aimerais souligner, qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait qu'il y a des gens qui écoutent les UBBistes dans le staff. Parce qu'on a vu Maxime Lucu prendre le but. Et on en parlait, bon, alors ça fait un moment qu'on en parle, mais on en parlait spécifiquement avec Dylan la semaine dernière. Et c'est vrai que là, et puis il fait un quasi sans faute. Il rate, je crois, la dernière pénalité. C'est ça. Bon, il fait un peu de tour rentrant, bon, il y a peut-être un peu de. Voilà. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me satisfait. Et quand tu vois qu'à côté, le jeu au pied de Mathieu Jalibert, tu te dis, bon, en fait, c'est bien aussi que se décharger du but, parce qu'il peut se concentrer sur le jeu courant, quoi. Carrément. Mais c'est vrai que nous, on avait vraiment pensé qu'après la finale, la question était terminée, quoi. Bon, visiblement, il y avait toujours Mathieu est toujours numéro un, mais bon, on préfère quand même que ce soit Max. Il y avait un moment Canal qui présentait les pourcentages au but et on était à 68% et Max était à 83%. Donc, enfin, il y a quand même un problème que l'équipe au général soit 68% et Max à 83. Et là, il a mis toutes sauf une. Donc bon, ouais, je pense que c'est une très très bonne chose qui passe numéro un. J'espère que ça va se faire sur le long terme. Si en plus ça peut en plus soulager les ischios de Mathieu, bon, franchement c'est tout bénef. Mais c'est vrai que le
le match de Max Lecu, j'ai commencé à faire des vidéos là-dessus. Il est très très fort, hein. Donc, et tu vois que Max, c'est pas qu'un pied. Alors effectivement, il a un coup de pied de mammouth. C'est un très bon buteur, mais il sent énormément de jeu et il y a des adaptations. Alors il y avait le petit bureau d'Amérique Milan, il avait fait une petite vidéo là-dessus où justement il voit l'adaptation de Max. T'as Sadi en fait qui charge Serein, il écrase Serein d'ailleurs, le pauvre. Et en fait, généralement, les neufs, c'est eux qui font ce qu'on appelle le R2, donc c'est le rideau 2, il y a plusieurs rideaux pour la couverture. Et donc, généralement, c'est eux qui font la navette entre le fond de terrain et la ligne de défense. Et donc, ils sont dans cette zone-là. Et d'ailleurs, pour expliquer mon exemple, je ne sais pas si à un moment vous vous souvenez, mais à un moment, il y a Jalibert qui fait un par-dessus et on entend Mignoni qui fait attention par-dessus, attention C'est vrai qu'on par-dessus. l'entend très Et bien. là, Je l'avais pas entendu sur le direct, mais quand j'ai revu le match, on l'entend et c'est anticipé et du coup c'est couvert. et et t'as Baptiste, hop, qui s'enlève de la ligne de défense et qui va faire dans cette zone, qui est la zone R2, qui va récupérer le ballon. Et sauf que là, il était écrasé sous sa vie, le pauvre d'ailleurs, parce que bon, là, il prend 138 barres Ah ouais, il dessus, prend quoi. 10 mètres et puis il finit écrasé sous 100, ouais, 150 Ouais, kilos c'est là. vraiment ça le week-end, quoi, Ah ouais, c'est chameau. le moment. Et du coup, et là, Max, tout de suite, il voit et il pense au petit par-dessus. Et après, en fait, le ballon est récupéré par Louis et après, ça termine en essai de Nico des porteurs. Mais là, tu vois, c'est vraiment l'adaptation parce qu'il a vu ce truc. Ouais. Et tu vois qu'il sent énormément le jeu. Et après, il y a eu une autre phase de jeu aussi qui était très sympa où il fait les bords de ruck. Ça, je pense que ça a été travaillé, puis c'est plus collectif, ça a été travaillé à la vidéo. C'est qu'on fait une phase de jeu où on fait un porté. Donc du coup, on avance sur un porté, on fixe les avants toulonnais. On fait un petit départ en fait avec Rayassi qui va m'attaquer la zone de 10. Et en fait maintenant, et ça s'est vu pas mal en équipe de France, euh, les ailiers suivent leur ailier. Donc en fait, Rayassi est rentré dans la zone du 10, donc c'est Dréan qui l'est plaqué. Et en fait, après, Dréan, lui, il repart dans sa zone parce que forcément, il a peur du jeu au pied. Et sauf que les avants, ils n'ont pas eu le temps de circuler, qu'ils étaient toujours sur le molle porté, ils n'ont pas eu le temps de se rapprocher du ruck. Et Dréan, lui, comme une fusée, il est reparti dans sa zone. Et là, Max, il avait un espace de 10-15 mètres. Et il est rentré pour attaquer. C'est là où il retrouve Jalibert, où on prend la pénalité. Mais là, on voit toute l'adaptation et la science du jeu de Max. C'est pas juste un pied et un formidable passeur, etc. Il sent énormément le rugby. Et donc ces deux actions le montrent. Et c'est vrai qu'il a fait un très très grand match. Ouais, une capacité d'analyse à vitesse réelle qui est assez impressionnante. C'est vrai que c'est très très bien expliqué dans le petit bureau de cette semaine avec du coup des images à l'appui pour bien montrer le R2, où est Baptiste Serin, qu'est-ce que voit Maxime Lucu. Aussi l'attitude des Toulonnais qui regardent un peu faire. Et du coup, effectivement, tu as le petit par-dessus de Maxime Lucu qui est récupéré par Louis Bielbiarré qui passe ensuite à Nicolas Deporter. Mais c'est vrai qu'il y a une... Tu vois, là où c'est peut-être plus du QI rugby ou en tout cas de l'analyse un peu plus cérébrale. Là où le jeu de Jalib, tu vois, par exemple, quand on parlait avec lui de l'essai qu'il offre à Coleman, c'est plus instinctif où tu ressens plus les choses et tu prends des décisions vraiment dans la seconde, mais pas sans forcément avoir une vraiment compréhension de où est tout le monde, mais tu sens en fait les choses. Là où effectivement cette action-là de Maxime, tu vois que le 9 il est sous ton pilier droit, tu te dis il va pas se relever de sitôt. Et d'ailleurs, je crois qu'il communique rapidement aussi avec Louis. Je crois que c'est Louis aussi qui lui parle. Et du coup, il y a cette connexion aussi collective. De toute façon, là, il y a vraiment une, une intelligence collective qui est quand même assez forte hein, dans ces lignes de trois quarts. Il y a rien qui est fait réellement au hasard. Et c'est vrai que quand ils sont tous alignés, ils sont extrêmement connectés, tous. Mais c'est vrai que la charnière fait un gros match. Hein, déjà, rien que dans l'occupation, tu sais déjà que tu as fait allez, 50% du match. Ils ont fait que reculer, en fait. Alors, il y a eu le 50-22 qui marque ça, le magnifique 50-22 de Mathieu Jalibert, mais tout le temps, quoi. Tous les coups de pied, en fait, ils sont dominants, même quand on se dégage de nos 22, de notre en but. À chaque fois, on repart chez eux. Et puis après, bon, il y a eu l'animation. Bon, Mathieu, il marche sur l'eau. Hein. Donc, premier essai, il est juste magnifique. Après, il marque son petit essai. Voilà, bon, il fait du Mathieu, il est énorme sur ça. Et ce qui est vraiment cool, c'est, ça fait plusieurs semaines que je le dis, c'est que maintenant, il s'engage vraiment, quoi. À un moment, il va me faire un déblayage comme un taré pour me requer un mec. Enfin bon. Donc ça, c'est des, Ouais. c'est des signaux qui sont extrêmement positifs pour le groupe, quoi. Ah ouais, non, il est devenu très tanké et il met des impacts et ça
Moi, il y a un move qu'il a fait à un moment, c'est, tu vois, t'as des side steps donc pour éviter un peu les plaquages. Lui, il a je sais pas comment, back step, step back, où en gros, il recule d'un pas pour pouvoir réavancer derrière et ça, c'est super impressionnant. Enfin, ses appuis sont vraiment, vraiment dingos, quoi, parce que il a Ouais, vraiment toute la palette, la vitesse, les appuis, l'impact physique, la vision du jeu, le coup de pied. Enfin, là, ça commence à devenir très, 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 très complet, quoi. ouais, c'est ça, ouais. Alors là, c'est compliqué. Et puis, je dis, il commence à vouloir s'engager physiquement enfin, Bah, maintenant, ça fait quand même non, plusieurs mais mois. ça se voit sur Mais l'essai qui marque. c'est fou. Sur l'essai qui marque, Ouais, là, il s'engage, hein. Enfin, il se jette. Enfin, pour le coup, ça. c'est quelqu'un qui a pas peur et qui est sûr de sa force, quoi. C'est ça. Après, pareil, à un moment, il va m'attraper Baptiste Serin, où il va me le faire reculer sur quelques mètres. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Ouais. Un autre joueur aussi. Bon, du coup, celui-là, il avait été un peu décrié aux Bulls parce qu'il y avait eu cet en avant et ce 4 deb qu'il avait pris, même si dans l'ensemble, sa prestation globale n'avait pas été si cata que ça, notamment dans les airs. Mais là, pour le coup, bon, il a remis un peu l'église au centre du village, lui qui avait raté du coup le match contre les Scarlets, parce que c'était Sean Mousquet à l'arrière. Romain Buros, quand il s'intercale en 10 là, sur le premier essai, justement, pour permettre à Jalib d'être décalé et lui ensuite de trouver Louis Bielbiarré dans la profondeur. Sur les ballons aériens, le jeu au pied, c'est lui qui fait la passe D aussi à Rayassi sur le dernier en 0,3 secondes. Il décale Rayassi qui a ensuite un boulevard. Voilà, il a repris le rythme, Romain Buros, il n'y a pas de doute. Ouais, mais c'est ça. De toute façon, c'est un petit diesel, donc forcément, ça, on l'avait vraiment évoqué. Et là, il est retrouvé un peu la science du poste qui fait, il maîtrise tout, c'est un deuxième 10. Sur les ballons aériens, alors déjà contre les Bulls, c'était très bon, et là, effectivement, il a continué. Je trouve il a été surtout très fort parce on n'a pas trop subi en fait leur jeu au pied. Je crois qu'il a qu'un ballon à jouer quasiment en l'air. Mais c'est surtout sur les coups de pied offensifs où il a été assez pénible pour les Toulonnais. Et ça, c'est une arme très très costaud. Parce que forcément, tu gagnes facilement 30 mètres et en plus après tu as une balle d'attaque. Donc ouais, ouais, il est très fort, il marque son essai. Alors je pensais qu'il allait jamais y arriver, mais Et tu vois, mais je l'ai même pas mentionné, mais il a les cannes, hein. Faut aller oui, se c'est le ça. chercher. Bon, tu sens qu'il est à fond. C'est pas Louis non plus, ni Nico, mais il a quand même des cannes, quoi. Donc ouais, Heureusement non, que très bien. le terrain était un peu humide, il a pu glisser sur 10 mètres, quoi. Et puis ouais, et puis c'est vrai que Garcia il s'est fait attraper et euh, et ouais, et puis après ce dernier essai, c'est tout Buros quoi. Il temporise, il fait cette petite passe en suspension et puis après Rayati va tranquillement pareil, lui c'est pareil, il va tranquillement aplatir. De toute façon, il se presse jamais. Puis il est obligé de faire Donc son plongeon, il tient le ballon à une main, enfin le Fidjien de base, quoi. c'est ça. Mais ouais, mais en tout cas, ouais, très, très bon match de Romain. Mais de toute façon, globalement, alors on peut dire juste qu'il y a eu la paire de centre qui est peut-être un peu discrète, mais du coup, je trouve qu'ils ont très bien distribué. Ils ont été vachement utiles parce qu'ils sont tout de suite allés chercher les ailiers. Penaud, c'est pareil, on a l'impression qu'il est discret, mais encore une fois, en fait, sur Penaud, un feedback. Faut faire un focus sur lui. Tu re-regardes, enfin, quand on regarde le match, tu regardes tout ce que fait Damien Penaud. Tu vois, typiquement, quand c'est l'essai De de Buros. Buros, il trouve un intervalle. Il est omniprésent. Et enfin, moi, je le répète du coup depuis deux trois matchs où je suis un peu pénible avec Damien Penaud, depuis en gros la tournée. Mais tu vois, il est moins flamboyant, étincelant que LBB qui va venir Il marque pas. parce qu'il marque moins. Mais par contre, dans le jeu, moi je le trouve, il amène toujours cette incertitude, toujours ce décalage. Il est très présent sous les ballons hauts, très présent en défense. Il fait beaucoup aussi de coups de pied. Il n'hésite pas à taper et suivre derrière. Donc, non, enfin, franchement, Damien Penaud, je le trouve à un niveau monstrueux, quoi. Et c'est ça, c'est qu'il arrive à recréer des situations sur un ballon de merde. Tu vois, là, effectivement, le ballon il est tombé par terre, il arrive à reculer, il attaque la zone de Serein et il va faire le taf. Pareil après sur l'essai de Jalibert qui joue vite, mais c'est pareil, il a un ballon qui est pas très bon, il élimine 3 ou 4 défenseurs, il nous remet dans l'avancée, après il y a le rug pourri des fautes et puis Mathieu peut marquer. Non, non, il arrive à débloquer des situations, disons, c'est ce qu'on lui demande, hein, sur rien du tout. Mais en fait, comme il marque moins, et ben forcément, certains le jugent plus discret. Mais effectivement, depuis l'Afrique du Sud, je trouve il est mieux, beaucoup mieux. Il est même très très bien.
Donc effectivement, il marque pas un essai par Ouais. Et match. puis pour rebondir aussi sur la paire de centre, je trouvais quand même De Porter très disponible. Il marque son essai, mais il fait aussi beaucoup de courses assez tranchantes. Là où effectivement Moefana était peut-être un peu plus discret, même s'il y a une petite redoublée avec Jalib sur un lancement qui était vraiment délicieux en première mi-temps, mais qui finit par c'est la passe en avant sur l'aile au niveau de Penaud. Ah oui. Mais De Porter, je l'ai trouvé quand même relativement bien, hein, bien tranchant, etc. Même si moins en vue que notre charnière. Mais globalement, tout le monde a répondu présent, quoi. Ouais, ouais, non, on fait derrière un gros match, hein. De toute façon, si t'as 27-0 à la mi-temps, avec des très beaux essais, voilà, c'est on a fait le taf. On a fait le taf devant, et puis derrière, ils sont amusés avec ça, quoi. Avec les ballons qu'on leur a donnés. Donc du coup, c'est très bien. Et peut-être pour conclure un peu ces points positifs, on l'a mentionné un peu quand on mentionnait le temps faible, mais la stérilité toulonnaise a été aussi due à une belle défense. Tu vois, quand je mentionnais tout à l'heure que les secondes lignes n'étaient pas forcément envoyées au casse-pipe en attaque, bah, ils étaient quand même là en défense, hein. Gray Coleman, ça plaque. Ça abat du plaquage à foison. Même Mathieu Van Taifer, tu vois, on le mentionne jamais. Mais bah, parce qu'on c'est du guerrier de l'ombre. Et ça, c'est malheureux pour lui parce que certains le considèrent pas à sa juste valeur, mais il faut des joueurs comme ça dans une équipe et dans un pack. Et même si c'est pas celui qui avance le plus offensivement, bah ça plaque, ça vient batailler dans les rucks. Tu vois, parce qu'il n'a pas non plus de super pouvoir en touche. Donc en fait, il n'y a pas, y a pas en fait un moment où tu te dis waouh, Bastien, il a fait un truc exceptionnel. Mais par contre, c'est un guerrier. Tu vois, c'est un peu pour moi le même type de joueur que. Diaby? euh, ouais, mais Diaby, tu le remarques parce qu'il prend des jeunes. Mais. Ouais, mais ça, tu vois, avant la demi-finale où il faisait n'importe quoi et où on sentait qu'il est arrivé un peu à une limite parce que il avait pas le niveau entre guillemets, c'était ça en fait. C'était un joueur qui, bah, en fait, il est premier au ruck, il plaque, il est hyper agressif. Alors forcément, il va pas en touche, il avance pas énormément avec le ballon en main, mais effectivement, tu en as Ouais, besoin. moi j'avais plutôt. Lui, il est un peu plus présent en touche, mais beau chaton. Un peu ce genre de ferrailleur. En fait, Etienne Jacobs, il risque C'est vrai. d'être dans la même veine. Derrière, tu as un Pablo Huberti qui est un peu pareil, un Retière aussi, même si Retière il va faire peut-être plus de grattages qui vont être marquants. Mais ce genre de guerrier qui fait quand même beaucoup de bien. Et du coup, défensivement au global, l'équipe a été très très satisfaisante. Ouais, et je compléterai en disant que, alors, parce que le pourcentage, je sais pas si on est pareil. Je crois qu'on était à 91% au réussite du plaquage, mais surtout, on a été beaucoup plus pénible dans le jeu à une passe et contre Montpellier, on prenait des essais trop facilement, aussi les Bulls sur ce jeu à une passe. Et là, je trouve qu'on a été plutôt pertinent. Alors peut-être qu'on a fait plus de fautes. Il y a peut-être un lien aussi, mais globalement, je trouve qu'on a été beaucoup plus costaud et donc du coup, c'était vraiment plus intéressant ça. Et effectivement, bah, Coleman énorme sur ça. Gray, pareil, hein, Gray revient bien, ça nous faire du bien aussi, hein, parce que vu qu'on n'a pas Caso, un joueur qui peut faire 15-20 plaquages par match et tu vois qui fait et puis en plus il a c'est vrai qu'on l'a pas cité mais il a plutôt essayé de porter le ballon une ou deux fois, c'est lui qui joue vite un moment enfin autour du ruck quand il va trouver Max etc assez intelligent. Donc ouais, ce serait bien qu'il enchaîne parce que c'est quand même un joueur où on aura besoin, hein, forcément, parce qu'on va pas pouvoir tirer sur Palu, Coleman, voilà, il faut qu'on récupère Caso et Gray, tu peux tourner à 4, c'est sympa quoi. Oui, c'est un peu mieux avec du endgame boost de temps en temps, ou Zapedowski, l'espoir, ça peut être intéressant. Un beau chaton qui décale en 4, oui, t'auras de quoi faire quand tout le monde sera revenu. Mais écoute, on a fait le tour des points positifs, là, ça fait 45 minutes qu'on papote de ce petit succès. Bah, je te propose qu'on passe au point classement. Et pour ce point de classement, à noter que, une fois n'est pas coutume, bah, l'UBB gagne des places. On était huitième avant le coup d'envoi, il me semble, quelque chose comme ça. Bah, finalement, et c'est là que tu vois que le top 14, en tout cas cette partie-là du top 14 est très très serrée. Finalement, l'UBB termine cette 12e journée de top 14 à la troisième place, à égalité avec Toulon, mais du coup, au point de terrain, on est devant. 34 points. Devant, il y a Pau et Toulouse qui sont égalité avec 42 points, donc 8 points devant quand même. C'est encore long, donc il y a le temps de les rattraper. Et derrière, tu as Paris à 33 points, Montpellier à 32 points, La Rochelle à 31, Bayonne à 30, Castres à 29. Après, c'est vrai, c'est tous les dégressifs un point par un point. Racing 28, Clermont 27. Et ensuite, derrière, le Loup à 23 points. Et bah, derrière, Montauban et Perpignan à 7 et 5 points.
Donc eux, ils sont déjà hors course, mais tu peux te dire que jusqu'à Clermont, donc jusqu'à la 11e place, ça reste quand même très serré. Entre la 3e et la 11e place, il y a 7 points. Donc ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Toujours est-il qu'on est mieux là que là où on était avant cette journée. C'est bien, c'est très positif. Petit point calendrier, on se rend à Clermont pour ce Boxing Day, donc samedi 27 décembre à 21h. Et on reçoit ensuite le Racing le samedi 3 janvier à 21h aussi à Chaban. Donc on reçoit là le 11e et le 10e du top 14. Le Racing qui nous avait battu du coup au match aller. Donc ça veut dire qu'on entame la phase retour parce qu'on aura fait les 13 matchs de cette phase aller. Voilà, je sais pas si tu as un commentaire à faire sur ce classement. Non, c'est très serré et puis il faut qu'on arrive à basculer dans le positif dès la semaine prochaine, ce serait sympa. En tout cas, ouais, c'est un top 14 très serré. Il y a vraiment bon, il y a Pau et Toulouse qui sont vraiment devant et après, comme tu l'as dit, le Loup qui est même un peu qui commence un peu parce qu'ils ont perdu à domicile là, donc je pense qu'il ce sera compliqué d'aller gagner à l'extérieur. Donc je pense qu'il risque d'être détaché. Donc voilà. Donc c'est un top 14 qui va très très vite. Ouais, c'est vrai que Pau a enchaîné 4 victoires d'affilée, Toulouse 5 victoires, en top 14 je parle. Donc ça leur a permis de creuser un petit peu l'écart. Nous, c'est vrai que ce petit coup d'arrêt de 2 matchs consécutifs avec la section paloise et le MHR, bah, ça nous a mis un peu dedans. Toujours est-il qu'on a pris des bonus à chaque fois, donc c'est toujours ça de prix. Sachant qu'on a 6 bonus, donc ça reste relativement positif. Mais voilà, on va se déplacer à Pau. Ce sera l'occasion aussi de récupérer cette défaite à domicile. Et on recevra Toulouse en phase retour, donc potentiellement un match un peu plus accessible que le déplacement à Nesvalon en début de saison. Il nous manquait 48 joueurs. Donc à suivre pour ces prochaines rencontres. Voilà pour le point classement. Je vous propose qu'on passe de suite aux actus du club. Première actualité, c'est Rugby Rama qui a sorti l'info la semaine dernière. Mais visiblement, la LNR s'est déclarée incompétente sur le dossier Tatafou. Pour rappel, Tevita Tatafou avait donné son accord verbal pour donc le pilier droit de Bayonne, qui est GIF international français. Avait donné son accord verbal à l'UBB pour rejoindre l'UBB en 2025, mais finalement a changé d'avis, après une offre du coup de l'Aviron, a choisi de prolonger, sauf que le club ne compte pas en rester là, du coup... alors, je sais pas s'ils portent plainte, mais en tout cas, ils ont porté réclamation auprès de la LNR et espère avoir des dédommagements. Donc la LNR s'est déclarée incompétente et invite en gros à une conciliation. Donc ça, je sais pas exactement, je sais pas si toi as plus d'infos sur la partie un peu légale, comment ça a pu se faire par le passé, etc. Mais toujours est-il que visiblement les tractations sont en cours pour avoir un petit dédommagement parce que l'UBB a dû du coup racheter le contrat de Carlou Sadi qui s'était engagé pour retourner en Afrique du Sud pour qu'il reste finalement à l'UBB. Ouais, c'est ça. En fait, le préjudice, c'est ça, c'est le fait du rachat de Carlos Sadri. Donc, est-ce qu'ils vont trouver quelque chose à l'amiable ou est-ce que ça va finir en prud'homme? Aucune idée. Bon, en tout cas, ce serait bien que ça finisse assez rapidement. Ouais. Comme ça, Tatafou, il passe, tu vois, il a fini avec ça et donc du coup, après, il peut reprendre un peu le rugby et nous, comme ça, on règle ce point-là. En plus, on est plutôt très satisfait quand même de Carlou, donc C'est ça, c'est c'est que plutôt côté sportif, finalement, quand tu vois les débuts de saison, en tout cas sur le très court terme, les débuts de saison de Tevita Tatafou à Bayonne, qui ne joue pas parce qu'il s'est blessé, et de Carlou Sadi, qui lui a joué 12 matchs, quelque chose comme ça, c'est vrai que tu te dis que là, en tout cas, sur ces 4 premiers mois de compétition, on est quand même très très gagnant. Et moi, je suis assez d'accord, faut passer à autre chose là. Là, il y a de la dépense d'énergie, de ressources humaines. Ouais, j'imagine qu'il y a des calendriers, des agendas qui sont déjà très chargés pour pas s'infliger ça. Il faut, ouais, en espérant qu'ils trouvent du coup une conciliation assez rapidement. Autre nouvelle, et c'est pour ça qu'il n'a pas joué ce dimanche, c'est que Big Ben Tamifuna souffre visiblement d'une petite lésion
à la cuisse. Donc il risque de manquer quelques matchs. Alors ça n'a pas été indiqué la durée de l'indisponibilité par l'infirmerie du club ni par Sud-Ouest. Donc pour l'instant c'est assez inconnu. Toujours est-il qu'il faisait le couillon en Père Noël la semaine dernière, donc ça ne doit pas être si grave que ça. En tout cas, il était indiqué comme étant aux soins ce week-end. Non, mais en plus, c'est ça, c'est qu'il faut. Je suis pas très inquiet. C'est lui déjà arrivé par le passé. Il a même joué blessé, hein. Je crois qu'à Toulouse, il joue blessé. Mais voilà, il faut éviter parce que forcément, quand tu fais une mêlée, ça fait partie des muscles qui sont surexposés, quoi. Donc, je pense qu'il vaut mieux qu'on soit tranquille avec lui et qu'il rattaque quand il peut, quoi. Donc, Racing ou voire directement dans Saint-Tom, Ouais. hein. Tu le mets sur le banc, il peut faire 20 minutes, une demi-heure très rapidement, très fort, lui. Et puis là, ça tombe pas Donc, tellement mal dans le sens où on a Sipili qui est là. Ça dit qu'il a eu sa semaine de repos. Donc, bon, ouais, finalement, là, s'il peut prendre 2-3 week-ends off, surtout qu'il risque peut-être de oui. revenir avec quelques kilos en trop après les fêtes. Peut-être Non, falloir aller courir un peu, quoi. non, en tout cas, ça va, on a de la chance. Sipili est en forme, il revient bien. Et t'as raison, on a toujours Carlou, donc pas de précipitation. Non, voilà. Avant d'attaquer les espoirs, on a eu ce lundi soir sur TV7 chez Dorian Malvezin la présence de Laurent Marty, le président de l'Union Bordeaux-Bègles, pour un petit bilan de mi-saison. En tout cas, en termes de timing, c'est à peu près ça. Il a évoqué pas mal de sujets, dont notamment un sujet qui nous intéresse pas mal, puisque, pareil, on l'a mentionné, je pense, dans les épisodes précédents, c'est la prolongation espérée de Salessi Rayassi, qui donne beaucoup de satisfaction sur cette première partie de saison. On va dire depuis 7-8 matchs ou 6 matchs, il est quand même extrêmement précieux. Il avait eu une commotion sur le premier match, enfin, ça avait été un peu compliqué au tout début. Mais du coup, le président a indiqué que le staff voulait le conserver, le club dans son ensemble voulait le conserver, que le joueur voulait potentiellement rester et que du coup maintenant c'est trouver un accord qui rentre dans les clous du salary cap. Alors il a aussi mentionné que ils attendaient potentiellement une bonne petite surprise du tournoi des 6 nations. C'est-à-dire que en gros, il y a le salary cap et que derrière, il y a des crédits pour les internationaux français, des crédits pour la liste des premiums, donc les 42, il me semble, joueurs qui jouent le plus, ou en tout cas qui ont été le plus pris par l'équipe de France, mais qu'il y a des crédits en plus pour les joueurs qui vont être présents dans le groupe des 23 ou des 28 sur 2 matchs destination. Donc imaginons un Maxime Lamotte qui n'est pas dans les premiums. Si il est présent sur 2 matchs des destinations, il pourrait rapporter des crédits supplémentaires à l'Union Bordeaux-Bègles, à savoir, il me semble que c'est 120 ou 140 000 euros, je ne sais plus. Enfin, Ouais, j'ai pas la somme ouais, exacte. moi non plus, mais grosso modo, c'est dans cet ordre-là, peut-être on va dire 100 000 euros pour arrondir, et que du coup, en fait, ces crédits et cette bonne surprise qui pourrait arriver en février-mars pourraient permettre de prolonger Salessi. Le problème, c'est est-ce que le joueur va attendre jusque-là, ou est-ce qu'on va arriver à le faire re-signer pour le montant qui nous reste dans ce salary cap à suivre. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'on avait eu en début de saison les échos comme quoi il n'allait pas être renouvelé, qu'il risquait même de repartir à Vannes en cas de remontée. Mais du coup, c'est quand même très positif. Alors, en plus, enfin, tu vois, pour le coup, si vraiment il y avait cette rumeur de Van, c'est plutôt bon pour nous, parce que pour le coup, ça peut temporiser. Parce que forcément, eux, Van, ils peuvent recruter que à la fin, parce que bah, forcément, il faut savoir si tu montes en top 14 et t'as des phases finales à jouer. Mais voilà, moi je suis pas inquiet. Moi, le truc qui m'inquiétait le plus, c'était pas forcément le staff, parce que je voyais pas, enfin, ils voient les matchs comme nous, donc forcément, ils comprennent que c'est un super facteur X et qu'il peut jouer partout. Mais c'était plus lui, voilà. Savoir si lui, il était dans l'optique de vouloir rester. Et visiblement, c'est le cas. Ouais, Donc j'ai très peu d'inquiétude sur sa prolongation. Vraiment. ouais, moi aussi. Je pense que ça va le faire et que le président la joue un peu prudente, mais je serais pas étonné que dans les semaines qui arrivent, on ait une petite annonce. Autre sujet abordé, c'est les matchs j'allais dire Matmut, mais au stade Atlantique. Donc il y a le deuxième match cette saison qui va être joué contre Toulouse en mars. Et du coup, le président a indiqué que ça représentait quand même,
quand le stade est complet, que ça représentait quand même des bénéfices non négligeables pour le club et que ils étudiaient fortement la possibilité d'en faire 3 la saison prochaine. Bon, moi je trouve ça plutôt ok, plutôt bien. En soi, une fois que tu as réglé un peu ton souci de transport pour aller au stade, c'est vrai que les matchs au Stade Atlantique, c'est quand même top. Et si t'imagines en avoir un en septembre ou octobre, un à Noël, type Boxing Day, et un en mars contre le Stade Toulousain, en soi, c'est quand même pas mal et c'est bien réparti dans la saison. Donc en soi, pourquoi pas, d'autant plus si ça permet à l'UBB d'avoir des revenus supplémentaires qui permettent notamment, ça a été aussi annoncé dans l'émission sur TV7, d'agrandir le Seva Campus, le centre d'entraînement, de faire aussi un terrain synthétique. Enfin, du coup, ça permet le développement des infrastructures du club, ce qui n'est pas négligeable. Non, mais je suis d'accord. Effectivement, en plus, tu vas pouvoir remplir facilement parce que tu vois, La Rochelle, je pense que c'est ce match, le troisième match qui est visé. Et forcément, t'as du monde qui va venir, c'est un public qui se déplace et c'est pas très loin de Bordeaux. C'est vrai peut-être qu'il avait un peu hésité à mettre La Rochelle parce que c'est un stade qui réussit pas mal à La Rochelle, donc ils nous ont souvent gagné là-bas, donc peut-être qu'il s'est dit j'ai pas envie qu'ils viennent. Mais là, on commence à gagner. Plusieurs fois, on a gagné Bayonne, on a Ouais. gagné Non, Toulouse. c'est un stade qui nous réussit clairement là sur les 2 dernières saisons, mais c'est vrai que La Rochelle, ça a pu être compliqué par le passé. Par contre, le seul doute, c'est que, tu vois, Bayonne, c'est affiché guichet fermé, mais petit doute Ah, dessus, ok. quoi. C'était quand même, je sais pas si ça a été aussi plein à craquer que contre Toulouse, par exemple, ou contre La Rochelle. Donc après, est-ce qu'il y aurait d'autres clubs où ça pourrait fonctionner aussi bien? C'est quand même difficile à dire. Ouais, parce que là, il faut quand même des gens qui puissent se déplacer. En plus, probablement que tu fais ça un samedi soir ou un dimanche soir. Quoique Bayonne, c'était quand? Je m'en C'était souviens plus. ouais, je sais plus, samedi ou dimanche soir, c'était à 21h. Ouais, donc tu vois, c'est plus compliqué. Il faut vraiment des mecs qui puissent se délocaliser en masse, quoi. Ouais, ou en tout cas un club sexy à jouer pour attirer le plus grand nombre. Et il a aussi indiqué que du coup le départ de Thibaut Giroud était acté, même si bon ça, il n'y avait pas tellement de secret ou de surprise là-dessus. Bon, il partira à Bayonne à la fin de son contrat en 2027 du coup. Exactement. Bon, ben voilà, hein, de toute façon, il a eu une grosse proposition. Bah, voilà, après, on fera ça, hein. De toute façon, personne n'est irréemplaçable. Donc bon, Non, il fait un très 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 bon boulot, mais oui, comme c'est tu ça. dis, les hommes passent, le club reste. Je sais pas si c'est ça, mais bon, bref. Ouais, bon, à peu près, sûr. Voilà pour les actus. Il y avait aussi un petit match ce week-end qui s'est soldé par une victoire. C'est les Espoirs qui jouaient contre le Stade français Paris. Score final 31-16 avec des essais de Morgan Mignot doublé, Thomas Baronnet et Mathis Argenton. Ça permet quand même de finir cette première phase de la saison sur une note positive, même si l'UBB reste 5e sur 6 de la poule et va jouer le play-down donc pour éviter la relégation plutôt que jouer pour le titre. Donc ça reste une déception, mais ça permet au moins de souffler un peu, de se rassurer, de prendre un petit peu de confiance avant justement cette phase qui va être quand même très critique. Le match était du coup diffusé sur TV7, donc toi t'as pu le regarder. Moi j'ai regardé les 30 dernières minutes. Ça s'est quand même plutôt très bien passé. Ouais, le match très abouti, c'est vraiment. Bah, c'est un match quand même qui amène des regrets, hein, parce que tu te dis que si on avait fait des parties comme ça, on n'aurait pas discuté de jouer le maintien, quoi. On a été dominant partout, alors sauf en quasiment partout, parce qu'il y a qu'en mêlée où on s'est fait un peu secouer, mais sinon après, les gros ont fait le taf, que ce soit en touche, dans les phases de rug, dans le combat. Et puis après, la charnière a été plutôt pas mal. J'ai beaucoup aimé l'Aérac qui a beaucoup distribué, qui a beaucoup tenté. Etchegaray aussi a été très bon. Euh, donc ouais, on s'est mis un peu tous au diapason, on a été collectivement forts et puis on a marqué de très jolis essais. Le Stade français a eu très peu d'occasions en fait. Ils ont été vraiment secoués. Ils ont marqué sur quelques exploits individuels et aussi sur les pénalités obtenues en mêlée avec un 12 qui était un sacré buteur parce qu'il butait de très loin, hein. Je crois qu'il a mis une même de 50 mètres. Mais voilà, on a fait un match très très propre. Encore une fois devant, j'ai adoré Mignot qui marque son doublé, le capitaine des espoirs.
Argenton aussi qui marque son essai et qui a été très présent en touche. La seconde ligne costaud entre Ngambous et Zapedowski, enfin c'est solide. Everett aussi tu sens que ça lui a fait du bien de participer au groupe pro et ça lui donne une certaine consistance. Voilà. Après, derrière, la paire de centres un peu discrète, Georgie et Draw, ils ont fait quelques petites erreurs, mais globalement, tous, ils ont fait un match très propre. De toute façon, le Stade français n'a pas réellement existé sur ce match. On loupe quelques occasions, le score aurait pu être un peu plus lourd. Bon, après, on se récompense à la fin sur une belle interception je crois que c'est Draw d'ailleurs, et qui finit par l'essai de Mignot, mais voilà. Très très bon match. Donc c'est de bon augure. Ouais, c'est rassurant, puis ça fait plaisir pour ce groupe-là qui a un peu galéré là, sur ce début de saison avec beaucoup d'absence aussi, hein, des joueurs qui étaient dispo avec les grands, et du coup qui n'a pas forcément pu mettre en place ce qu'ils voulaient faire et qui est, on le rappelle, champion en titre. On n'a pas la date du prochain match, mais en tout cas dès que enfin sûrement dans le prochain épisode, dès qu'on a C'est ça. mars, je crois, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, c'est en mars. C'est si loin que ça. Ah oui, parce qu'il y a l'assination. Il y a le 6 Nations U20, Ouais. ouais. Donc du coup, je crois que ça coupe. C'est possible. Bon, on vous tiendra au courant Ouais. et de toute façon, ce sera normalement diffusé sur TV7 et on ne ratera rien des espoirs. D'ailleurs, Yann, toi, d'habitude, tu fais des vidéos sur les joueurs que tu postes sur ton compte Twitter et que nous, on relaie sur du coup les comptes des UBB sur Instagram, TikTok et YouTube. Et là, du coup, c'est le résumé du match. Donc c'est pas mal, ça dure 9-10 minutes et ça vous permet du coup de voir un peu les moments marquants, un peu de différents joueurs. Donc c'est un format un peu différent. Je sais pas si tu feras peut-être aussi en plus certains joueurs ou pas, ou peut-être que tu as envie Il de faut, passer un peu de temps en famille pour les fêtes. là, il faut que je trouve le temps. Déjà, je vais faire ceux de les grands là. Je vais pouvoir le faire demain, je pense. Enfin, finaliser les publier demain, tu vois. Ok, Et les petits, je vais voir. ok. Bon. Il reste pas beaucoup de jours quand même. Mais abonnez-vous aux réseaux sociaux et au compte Twitter de Yann pour Tuisova UBB pour ne pas manquer ces vidéos. Voilà pour les actus du club. Je vous propose qu'on passe désormais au prochain match. Et ce samedi à 21h, l'UBB se rendra à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand où c'est pas la joie en ce moment, où il y a quand même pas mal de choses qui se passent sur et en dehors du terrain avec des déclats d'anciens joueurs, etc. Clermont qui a perdu à Perpignan, du coup première victoire pour Perpignan de la saison. Ça, comptablement, c'est quand même catastrophique, même si Perpignan a le droit de faire des matchs aussi, mais du coup être la première équipe qui ne prend pas des points face à Perpignan, au niveau du classement, ça se ressent de suite. 11e au classement. Bon, qu'est-ce que tu en penses, toi, de Clermont sur ce début de saison? Alors déjà, rien que sur le match de Perpignan, ce qui est inquiétant, c'est parce que Perpignan, je trouve qu'ils depuis la Challenge Cup, et l'arrivée de Travers, et ils ont retrouvé une structure et c'est plus sympa. C'est que surtout à la 20e minute, ils prennent un rouge, quoi, Perpignan. Et ils finissent le match, c'est un rouge définitif. Donc ça veut dire qu'ils ont joué à 15 contre 14 tout le match, clairement. Et ils n'ont pas réussi à trouver des solutions. Euh, et c'est ça qui est assez inquiétant, en fait. Après, sur le début de saison, ils ont alterné le bon et le moins bon. De toute façon, c'est pas pour rien qu'ils sont à la 11e passe. Il y a eu ce coup d'arrêt dès le début avec cette défaite contre le Stade Toulousain. Et après, ouais, c'était assez compliqué. Il y a eu ce match où ils ont été. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont le faire, hein, parce que c'est allé gagner à Montpellier, où ils ont gagné 9-6, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc ils ont réussi à gagner dans un stade qui va être très, très compliqué à jouer. Donc c'est un peu compliqué. En fait, c'est un peu le problème d'Urios, c'est qu'il fait jouer des mecs tout le temps et il garde tout le temps la même équipe, sauf que parfois il use un peu les joueurs. Je pense notamment à la charnière Plummer, leur recrue néo-zélandaise qui joue énormément et je trouve qu'il commence à baisser un peu de rythme alors qu'il était vraiment assez impressionnant, enfin plutôt bon dans ce début. Et tu vois, et là, tu sens qu'il tire un peu la langue parce que forcément, c'est des joueurs en Nouvelle-Zélande qui n'ont pas l'habitude de jouer autant. Et le top 14 est très très physique. Et lui, en plus, c'est un joueur qui s'engage beaucoup, même en défense. Donc assez compliqué, mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu là ces derniers matchs, même la Coupe d'Europe
où tu vois, l'année dernière, à la même époque, ils avaient réussi à emmerder le Leinster, notamment, je crois que c'était ça, en touche, ils avaient été très forts devant, leur paquet d'avant était très consistant. Et là, je trouve qu'ils sont un peu délités. Et derrière, par contre, bon, mais c'est toujours les problèmes de. On avait un peu la même chose nous. Hein. C'est vrai que c'est basé beaucoup sur des initiatives individuelles. Donc forcément, collectivement, ils n'arrivent pas à compenser si individuellement ils sont pas assez forts et assez dominants. Généralement, c'est ça. On arrive avec beaucoup de vitesse dans la zone du 10 ou au centre du terrain et il faut gagner du terrain. Et si tu gagnes pas du terrain, et bien après, t'es vite emmerdé dans le système de Rios, enfin qui est plutôt le système de Charrier. Et là, ça se voit. Il y a très peu d'imagination. Donc bon, je sais vraiment pas quelle équipe on va affronter. Sachant en plus là qu'il y a. Alors c'est un avantage pour nous. Moi je suis très content qu'on se déplace dans ces périodes de fête, parce que là il y aura une journée d'entraînement. Alors je sais pas si clairement, parce que la convention de la LNR oblige à prendre 4 jours en comptant Noël, ou 3 jours consécutifs, et en fait t'as un jour qui est récupéré la semaine d'après. Donc peut-être que Clermont va faire 2 entraînements, mais sachant que le Noël est jeudi, tu vois, ça fera un peu saccadé. Donc ça fait des semaines qui sont très très courtes. Donc c'est-à-dire que tu peux pas tout étudier, tu peux pas faire un plan de jeu extrêmement défini. Tu es obligé un peu de te baser sur tes acquis. Et nous l'année dernière contre Toulon, qui avait un jeu très simple mais avec un gros paquet d'avant, ils nous avaient mis en très grosse difficulté. Donc c'est plutôt bon pour nous. Voilà. Après à voir quelle équipe on va affronter de Clermont. Je pense ils vont en faire il va y avoir une première demi-heure qui va être très guerrière, parce que forcément les mecs ont de l'amour propre, hein, même si dans le vestiaire ça se passe mal. Si nous on arrive à tenir cette première demi-heure, je pense qu'on peut clairement les faire douter, et après ça peut exploser quoi, mentalement. Ouais, voir Donc aussi ça va être. la météo à Clermont. Ça va être un gros match d'hiver, quoi. On parlait du début du match d'hiver là pour ce week-end. Bon, à Bordeaux, ça n'a pas forcément été le cas, mais là, un samedi soir à Clermont, en fin décembre, ça risque de. Enfin, ça. Après l'avantage c'est que c'est des pelouses hybrides, je crois clairement. Donc tu vois, enfin, ce qui est bien, c'est que c'est fini, c'est le stade où tu avais la boue, et après ou le terrain gelé. Voilà, là, c'est des terrains. L'hybride, je crois que c'est à 90% synthétique, et en fait, juste un tout petit truc de naturel. Bon, ça peut prendre les champignons, c'est ce qui est arrivé au Matmut, mais, mais par contre, ça fait je trouve des belles pelouses. Par contre, c'est sûr que c'est s'il pleut énormément, quoique, tu vois, le ballon il glissait hein, contre Toulon, et bon, je trouve qu'on s'en est très très bien sorti quoi. Ouais, enfin, les Toulonnais un peu moins quand même, du coup, mais. Du coup, pour parler un peu des joueurs de Clermont, bah, du coup, même question que la semaine dernière. Si tu devais en prendre un ou deux à l'UBB, ce serait qui? Petite colle, hein, parce Qui, que moi, là, je regardais l'effectif. J'ai un ou deux noms, mais tu vois, je me dis pourquoi pas, mais c'est pas non plus. Je me dis pas, genre, il faut qu'on a un manque à ce niveau-là et il va vraiment nous. Mais il y a quand même des très bons joueurs, hein. Oui, moi j'aime beaucoup devant, j'aime beaucoup Soakula. C'est un très très bon joueur. Mais effectivement, il peut jouer 8 ou 6. Je l'avais adoré avec les Fidjiens, et c'est vrai que c'est un joueur qui, contre nous, il avait été très fort l'année dernière, avec beaucoup de passes après contact, très dominant dans les plaquages. Donc c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, derrière, en fait, derrière, tu peux pas. Si, Baptiste Jonot, en doublure. Oui, En mais bon. doublure, hein, enfin. Oui, en doublure, voilà. Oui, non, effectivement, Baptiste Genoux en doublure. Mais bon, c'est un peu le choix, ouais. Bon, moi, tu vois, il y a des Tixeron, il y a des Thomas Seit, il y a même en première ligne, Kremer, Kremer, et en première ligne, t'as Montagne quand même. ouais, Montagne très bon à Ça peut être droite, pas mal. Akaladze qui est un très bon À joueur à gauche, gauche, le ouais. géorgien. Non, non, ils ont des joueurs de qualité, hein. Même Simons, l'Australien, est très très bon Ouais, aussi. Barnabé Bassa, qui est un très jeune talonneur. Bon, du coup, c'est Ouais, pas forcément ce qu'il nous faut parce que on a tout ce qu'il faut en talon, mais c'est vrai que c'est difficile de trouver ouais. le joueur. Peut-être Si, la naine en deuxième. Ouais, Tixeron sinon. Tixeron, très bon. Montagne à droite, tu vois, Ouais. c'est un joueur qui Oui, quand tu même. mets Montagne à la place de Falatea, on va pas crier au scandale, quoi. Voilà, exactement. Pareil, en seconde ligne, si t'as à la place de Gray, t'as du Simons ou du Sate, bon, ça fait un autre combattant.
bon, voilà, ils ont surtout ils ont un paquet d'avant qui est très solide. Après, c'est vrai que derrière, bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de lignes de trois quarts qui peut concurrencer la nôtre. Pour le coup, s'il y a vraiment un truc où je pense qu'on a les meilleurs en Europe, c'est la ligne de trois quarts. Oui, oui, oui. Bon, très, très, très probablement. Bah voilà pour le côté un peu clairement. Et du coup, je te propose qu'on parle un petit peu de l'UBB. Quelle équipe on va envoyer? Ça, c'est d'autant plus difficile à dire qu'il n'y a pas l'entraînement. Du coup, on n'a pas nos petits oiseaux qui peuvent nous dire tiens, et lui, il était avec le chasuble mauve. Du coup, ça veut dire qu'il va rentrer à la 42e. Donc pas facile. Mais toujours est-il que on peut se projeter nous sur ce qu'on imagine. Et je vais commencer par les mecs au repos que je vois ne pas jouer du coup. Le premier c'est Mathieu Jalibert. Je pense que là il a enchaîné depuis son retour de blessure. C'est peut-être le moment Ouais. de relancer Joey. Je crois que là il est au ski à Courchevel. Enfin je crois. J'ai vu sur Instagram qu'il y était. Donc peut-être que lui il sera au repos. Tu vois, je vois aussi l'occasion de mettre au repos un Perchaud qui n'a encore raté aucun match, on l'a déjà dit tout à l'heure. Mais du coup, avec le retour de Boniface, on peut enfin le faire souffler. Adam Coleman aussi. Voilà, il enchaîne depuis quelques matchs. On sait qu'il est injury prone, comme on dit. Donc ça peut être bien de le faire souffler. Même s'il y en a un autre en deuxième ligne qui pourrait souffler, c'est Boris Palu. Mais lui, pour le coup, je l'ai mis. J'ai fait souffler qui? J'ai fait souffler Temo Mathieu qui lui a bien enchaîné, et Damien Penaud pour avoir une espèce de petite rotation sur l'arrière. Donc je te propose, sachant ses absents, une première ligne, Poirot, Barlow. Ah, Oui, du coup, je fais un petit commentaire sur les absents. Parce que moi, du coup, je vois bien Mathieu enchaîner, encore. Coleman, pas impossible aussi. Et après, je te suis sur les autres. Percho, je pense que tu peux le faire assez facilement. Mathieu, c'est pareil. En plus, voilà. En plus, si vraiment il fait du ski, le con. Et- alors, il fait pas du ski, il fait du snowboard. Ah oui, il fait des snows. Donc, du coup, ouais, ce serait bien qu'on le laisse au repos tout le Ça, week-end. mais je crois qu'on a vu le débat l'an Chaque, dernier, chaque hiver, chaque année, en fait. chaque hiver. Tu sais que les joueurs Ah, NBA ont interdiction dans leur contrat de faire du ski, ou enfin de faire du sport de neige. C'est vrai que bon, moi ça me surprend toujours un petit peu, mais après ils ont le droit aussi de s'aérer l'esprit et tant qu'ils reviennent en forme après tout. Un ski vaut mieux mais je crois que pas c'est. qu'ils fassent 2 jours de snow avec spat à l'assaut à côté dans des super hôtels plutôt que 4 athlètes, la dinde, 8 litres de vin rouge et 4 repas jeudi soir, enfin entre mardi et jeudi. D'accord. Tu parles de Big Ben là ou quoi? Ouais, mais Big Ben, lui, il peut faire ça, mais vu que lui, c'est un acharné de l'entraînement et qui fait que courir tout le temps, c'est peut-être pas celui que je redoute le plus sur cette prise. D'ailleurs, enfin, je sais même pas qui. Bon, Carlou, peut-être quand même. Carlou, putain, il doit être débranlé au repas, lui. Ouais, Euh, Non, mais oui. En fait, je crois que c'est ça. Je suis pas sûr que ce soit autorisé, hein, mais c'est un acteur. En fait, visiblement, c'est un accord un peu tacite entre le staff et oui, Mathieu oui, oui. Bah oui, après, ils pour vont lui pas. laisser S'il n'y a pas d'accord contractuel, ils vont pas forcément l'interdire. Après, ils sont grands, ils vont pas être derrière eux partout, tout le temps. C'est ça. Donc, que ce soit pendant les repas, pendant les soirées, pendant les bringues ou pendant les vacances au ski, bah, c'est aussi aux joueurs de ne pas faire du hors-piste et de pas prendre trop de risques, quoi. Voilà, mais tu vois, du coup, mentalement, ça va lui faire du bien. Et bon, et après, par contre, je te suis dans le fait que, enfin, pour moi, enfin, le ski, tu sollicites quand même pas mal les muscles. Donc forcément, voilà, ce serait bien qu'il se repose après. Ouais, ça, Donc, ça sollicite et c'est ultra accidentogène. Donc moi, c'est plus ce côté-là accidentogène plutôt que de oui, solliciter les muscles où c'est quand même des sportifs de très haut niveau. S'ils font la petite marmotte qui a une piste bleue 3 fois, bon, c'est pas très grave non plus, quoi, tu vois. Mais bon. Ok, donc on n'est pas tellement d'accord sur le repos, mais toujours est-il qu'on va partir sur ma compo et tu me diras ce que tu imagines du coup. En première ligne, je vais faire un Poirot Barlow Sadi. Sadi ou Falatea d'ailleurs, mais je suis parti sur Sadi pour caler un petit peu
la mêlée en début de match. Ouais, bon après c'est pas ça me va aussi. Moi, tu vois, dans mon esprit, je voyais plus, un gros banc en fait pour finir la dernière demi-heure. Tu vois, un gros pack. C'est pour ça que je disais que je mettais pas au repos Coleman par exemple. Mais bon, même si, je suis d'accord avec toi, hein, il faut, En fait, on a tellement tu vois, d'exemples où on prend une ouais, volée c'est ça. en début de match à l'extérieur, que ce soit cette année ou l'année d'avant, que c'est bien d'avoir des finishers. Après, c'est aussi, ils jouent moins les finishers, donc c'est moins engageant physiquement. Mais je me dis qu'il faut quand même envoyer un petit peu du lourd. Non pas que Boniface, Lamotte, Falatea que j'ai prévu sur le banc ne sont pas du lourd, mais je me dis, ouais, je sais pas. Après, que ce soit Mais ça me va très bien. Pour le parfait. coup, Du coup, on tu part vois, là-dessus Sed ou en première. Falatea, Ouais. Mais puis de toute façon, on n'a pas ouais, ça tellement va. le choix. À partir du moment où on se dit que Percho est en vacances, enfin, ou de repos, que Konorsa est blessé, derrière, en fait, Tamifuna aussi est blessé. Donc on n'a pas tellement le Ouais, choix ouais. sur la première ligne. Et du coup, oui, peut-être un petit peu de rotation entre les titulaires et les remplaçants. Sur la seconde ligne, moi, j'ai mis Palu et Gray. Alors, ce serait assez. Je pense que ça n'a pas été fait encore. Donc là, j'ai un petit doute. Et là où j'ai un gros doute aussi, c'est j'ai mis Ngambous sur le banc. En fait, Jacques Ngambous qui a joué 3-4 matchs, 3 matchs, je crois, la saison passée. On l'a toujours pas vu cette saison. Et je me dis, en fait, si on ne le voit pas là, on le verra, je pense, pas de la saison. Dans le sens où bah, il y a potentiellement des petites rotations à faire à ce moment-là de la saison. Comme j'ai dit, moi je verrais bien Coleman de repos, mais vu que toi tu le mettrais en jeu peut-être sur le banc, je me dis, j'aimerais bien voir Jacques. Ouais, moi, c'est ça, je vois bien le staff le mettre Coleman. Mais effectivement, si là, on voit pas un des deux jeunes, parce que c'est vrai que c'est bizarre, un Gambous, tu vois, je crois qu'il était pas parti. S'il était parti en Afrique du Sud? Ou c'était que Zapetoski qui était parti en Afrique du Je crois Sud? qu'il n'y avait que Zapedowski. Ah, tu vois, déjà, ça fait partie des signaux qui font dire que je sais pas ce qui se passe avec Ngambous. Est-ce que le staff lui a demandé d'atteindre certains éléments et qu'il n'a pas atteint, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a plus joué avec les espoirs. Donc ouais, tu vois, Ouais. même si je vois un jeune, ça se trouve, je vois même Zapedowski. Alors je sais, je pense qu'il peut être inscrit assez facilement, mais qu'un Jacques. Et c'est pour ça que ça me fait dire que on verra encore Adam Coleman et probablement sur le banc, mais aucune certitude. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il se repose parce qu'après faut pas oublier après qu'on a le Racing à domicile, donc qui va être un match assez tendu parce que eux ils jouent pas la Champions, enfin la Challenge Cup, donc c'est-à-dire qu'ils vont envoyer la grosse équipe parce qu'après ils se reposent pendant 2 semaines. Et après nous on enchaîne contre Alors Northampton il a joue et pas, Bristol. il la balance quoi. Oui, la Ils ont des balance, matchs, hein, mais c'est juste qu'ils envoient les sur foot espoirs quoi. quoi. Les Exactement. crabos Donc même. après, donc Et moi, effectivement, du coup, je donc vois c'est plus quand même Ngambous, parce que dans l'optique où il y a un Palu Gré, si on a un Zapedowski Palu, tu vois, si Gré se pète, je dis n'importe quoi, Zapedowski Palu, ça peut être un peu light peut-être en ouais, deuxième ligne. Donc Ngambous, tu peux avoir un Palu Ngambous ou un Gré Ngambous, c'est peut-être un peu plus lourd, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, à voir aussi bien Coleman le jouera comme tu le préconises. En troisième ligne, alors j'ai mis Beauchaton titulaire, mais vu que c'est son retour, peut-être qu'il sera sur le banc, avec Woki et Bastien Van Taifer, vu que j'ai mis Mathieu de repos. Et sur le banc, j'ai mis Tian Jacobs. Donc est-ce que peut-être Tian Jacobs passera titulaire et Beauchaton sur le banc, c'est peut-être une possibilité aussi. Ouais, aussi. Après, je pense que Beauchaton, il faut le remettre assez rapidement pour qu'il trouve du rythme, parce que je pense qu'on le verra assez rapidement sur le banc. Il est toujours très très fort quand il sort du banc. L'année dernière, il avait été très fort là-dessus. Donc tu vois, parce que je pense que ça va être lui qui sera potentiellement sur le banc en Champions Cup ou peut-être au Racing. Donc peut-être lui redonner un peu de rythme. Donc c'est pas impossible qu'il démarre. Il démarre surtout si tu mets Mathieu au repos. Ça fait en plus deux sauteurs avec Woki. Donc ça peut être intéressant. Ouais. À la charnière, Lucu Carberry. Maxime Lucu était en vacances face au Scarlet, donc je vois pas pourquoi on le ferait pas enchaîner. Si ce n'est Ouais, anticiper les prochains matchs, hein, mais du coup, un petit Lucu Carberry, ça peut être sympa. ouais, je pense que ça va être ça, ouais. Je pense aussi. Sur les ailes, Louis Biel, Biarré et Salessi Rayassi de l'autre côté, donc avec Damien Penaud qui est en vacances. Solide.
Et au centre, j'ai oublié dans mes absents, Yoram Moefana, qui a bien enchaîné aussi, même si il a loupé beaucoup, quasiment toute la première partie de la saison. Mettrais bien un petit Van Rensburg associé à Nico Deporter, tu vois, avec un Rayassi qui peut venir couvrir. Et non, j'ai mis Huberty aussi sur le banc. Sur le banc, dans les arrières, j'ai mis Pagerello, Retière et Huberty, ce qui permet de couvrir à peu près tous les postes. Ça viendrait récompenser aussi un peu Van Rensburg qui cire un peu le banc tout le temps, le mettre un peu titulaire de temps en temps. Et à l'arrière, du coup, Romain Buros, parce qu'il a joué que 3-4 matchs, il n'était pas là contre les Scarlets non plus. Donc voilà, donc sur le banc, ça nous donne Boniface, Lamotte, Falatea, Ngembus, Jacobs, Pagerello, Retière et Pablo Huberti. Ce qui fait quand même une équipe très très solide. Hop, ouais, effectivement. Et en plus, je trouve pour gagner les matchs à l'extérieur, t'as des hommes clés en fait. Donc effectivement, t'as ton pack qui est plutôt solide, et t'as Lucu qui revient très très bien avec sa longueur au pied, et un Romain Buros qui peut assurer tous les ballons et la couverture. Donc en fait, déjà rien qu'avec ces deux hommes, tu vas pouvoir déjà régler pas mal de problèmes, notamment pour subir la pression. Et donc ça va être intéressant notamment pour stopper un peu cette agressivité qu'il va avoir et cette pression, parce que je pense qu'ils vont envoyer des chandelles et ils vont chasser. Donc si tu as un mec comme Buros qui arrive à te nettoyer le fond de terrain, et après le cul qui renvoie dans le camp de Clermont, sachant que Clermont n'a pas non plus une super longueur jeu au pied, même si Plumeur est pas mal. Euh, Merde, j'ai oublié le genou, c'est quand même pas encore son point fort. Donc je pense que la présence de Lucu et Buros est indispensable si on veut tenter de faire un résultat là-bas. Ok, bah écoute, réponse samedi soir à 21h. C'est la fin de ce 58e épisode des UBBistes. On vous rappelle que l'entretien avec Adèle Besson, joueuse des Lyon en seconde ligne, est disponible sur toutes les plateformes que vous écoutez, enfin que vous utilisez d'habitude pour écouter les UBBistes. C'était très cool à enregistrer. On vous souhaite une très bonne semaine, de très belles fêtes. Voilà, je ne sais pas quand est-ce que vous nous écouterez cette semaine, vu que beaucoup, on sait, écoutent l'épisode en allant au boulot le matin. Bah, peut-être que là, les habitudes vont changer en allant dans la belle famille, par exemple, jeudi le 25, en switchant les lieux de repas. Mais voilà, on vous souhaite de très belles fêtes et surtout un très bon match samedi soir qu'on espère se soldera par une victoire. Passez à tous une très bonne semaine. Salut Yannou. Ciao tout le monde!